Donc ça veut dire qu'effectivement, on va parler de l'égalité au niveau de la scolarité. Pour le dire, il y a des femmes qui ne vont pas encore totalement, qui ne vont pas toutes à l'école en Afrique. Il y a des viols qui ne sont pas punis. Il y a, on va dire, pas mal d'angles en fait. Il y a des traditions aujourd'hui qui se veulent être dénigrantes pour les femmes. Alors que pour nous qui vivons ici en Europe, c'est vrai que de par notre origine, ça nous touche aussi d'un certain côté. Mais nous ici en Europe, ça va être vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, lié à certaines formes de discrimination, le sexisme, tout ce qui va être lié. Après, moi, ce que j'aime toujours dire en fait, c'est que quand je me place en tant que afroféministe, on va dire afro-française, afro-payenne, comme on aime à le dire en fait. Moi, aujourd'hui, j'ai du mal, par exemple, avec les personnes qui se disent féministes, qui, selon elles, le principal combat, ça va être l'homme, on va dire l'homme noir. Parce que moi, j'aime bien parler, en fait, ce qui me touche directement. Je peux comprendre, effectivement, que les femmes peuvent se sentir aujourd'hui dévalorisées, peut-être un peu mis en seconde position sur plein d'aspects, je n'en disconviens pas. Mais maintenant, je pense que s'il fallait qu'on revienne à nos origines africaines, quand je dis l'Afrique, je parle bien sûr de l'Afrique avant la colonisation, en fait. Ça veut dire que pour celles qui voudront faire des recherches, pour celles qui le sauront déjà, à la base, l'Afrique, en fait, prônait ce qu'elle a dit tout à l'heure, la complémentarité. Ça veut dire qu'on a plusieurs royaumes. Je vais prendre le cas, par exemple, des royaumes égyptiens. On a eu des rois et des reines qui régnaient ensemble, en fait. Ça a été le cas pour, je pense, Akhenaton et Nefertiti. Ouais. On a aussi, on a la même chose avec Nandi, qui était la maman de Shaka Zulu, qui quelque part intervenait. Donc on se rend compte que dans l'historique, en fait, africaine, cette dualité a toujours fonctionné, en fait. Non, plutôt pas la dualité, mais plutôt cette complémentarité a toujours fonctionné. Donc c'est vrai que moi, souvent, ce que je m'amuse un peu à faire quand je tombe sur des féministes qui ont ce débat un peu très, qui peuvent parfois être virulents envers les hommes noirs, je leur dis, écoutez, de base, c'est la colonisation qui a ramené un peu en Afrique, en fait, ce positionnement-là. Parce que de base, avant la colonisation, les hommes et les femmes s'entendaient très bien. On a eu des femmes guerrières. Ça a été repris justement par le film Black Panthers, on a pu voir qui a fait un carton, parce que les femmes, elles allaient à la guerre, en fait. Il n'y avait pas réellement on va dire, de rôle qui était désigné. Par exemple, quand je dis rôle, je veux dire les rôles dans le combat, par exemple, qui était que pour les hommes. Non, c'était bien organisé et ça fonctionnait très bien. Certes, nous partageons avec eux la même foi, mais nous n'avons pas la même culture. D'accord. C'est très important, ça. C'est très important. Il faut être vraiment de l'Afrique de l'Ouest pour comprendre, moi, ce dont je veux parler. Donc très tôt, tu as pris conscience de ce vide sur le plan identitaire et de cette errance. Voilà. Mais comme moi, déjà, j'étais formé, comme je t'ai dit, par la Nation, même si moi, je n'estime pas que la Nation, c'est des musulmans, mais j'ai hérité de la discipline, j'ai hérité de la rigueur. Pas que la Nation soit musulmane? Non, la Nation, ce n'est pas des musulmans orthodoxes comme nous, non. Ok. Non, non. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas musulmans qu'on ne peut pas tirer des choses bonnes de chez eux. Juste pour clarifier, comme ils se disent musulmans, Nation of Islam. Ouais. Il y a plein de gens qui se donnent des titres, plein de titres, mais qui ne le sont pas réellement. D'accord. D'accord. L'islam, c'est le livre. D'accord. Voilà. Si je peux m'exprimer ainsi. Moi, j'avais une question. Donc, à quel moment tu as commencé à sensibiliser la communauté noire sur les dangers de l'arabisation des mœurs? Il faut savoir, moi, quand j'étais dans la rue, quand j'ai arrêté les études, les gros bonnets, il n'y avait pas de noirs. Les gros bonnets, il n'y avait pas de noirs. Donc on allait un peu commander des services, il faut dire la vérité. On n'était pas les grossistes, on était des détaillants, on était des vendeurs. Moi, c'est à Reims qu'on m'a donné le nom Alpha 520. Comprendra celui qui comprendra. Donc savoir déjà que notre avenir nous échappait, l'économie nous échappait, moi tout ça, ça me peinait beaucoup. Okay. Donc j'ai commencé en ce moment à aller aux États-Unis. C'est quelque chose quand même qui m'a rassuré parce que j'avais un petit frère à moi qui est là-bas, même père, même mère. Quand je voyais comment les Renois vraiment ils sortaient là-bas, je suis revenu ici avec l'idée vraiment d'appliquer ce qui se passait là-bas. D'accord.
Je n'ai pas changé la vie des gens. Ils ont changé leur vie et moi, je les ai accompagnés. En tout cas, c'est ce que je dis à chaque fois que j'ai mes appels diagnostiques. Je leur rappelle que je ne suis pas un guide, je ne suis pas devant eux, je ne suis pas au-dessus d'eux. Et c'est facile d'être vu comme étant au-dessus avec les réseaux sociaux ou parce que tu as 20 000 abonnés, 30 000 abonnés, on t'attribue un statut finalement. Et moi, très vite, je dis, attention, je suis tout comme toi, un être humain qui a sa propre montagne à gravir. La seule différence, c'est que moi, je peux avoir du recul sur ta montagne et je peux du coup t'accompagner. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de personnes qui ont changé leur vie via mon accompagnement. Et moi-même, parce que j'ai évolué, j'ai été de plus en plus efficace dans mon travail et on a des bons résultats. Ouais. Okay. Moi, en ce qui me concerne, cet accompagnement, j'estime l'avoir fait depuis très longtemps, si tu veux. En étant chef d'entreprise, je n'ai fait que travailler que pour moi, puisque j'ai créé des entreprises en sortant de l'école il y a très longtemps, il y a presque 24 ans. Et en marchant et en apprenant le métier, mais parfois même à des stagiaires, et elle a raison, Tania, c'est pas moi qui ai changé leur vie. Moi, je les ai. C'est comme sur un tandem. On a ensemble été sur le chemin de leur réussite et de la mienne aussi. Parce que ma réussite à moi passe par la réussite de l'autre. Donc, vraiment, l'accompagnement que je fais aujourd'hui du storytelling, j'arrive pas à mettre une date où il y a eu une bascule. Pour moi, c'est un cheminement naturel. Et quand vous me parliez de tout ça, je vois tous ces gens que j'ai rencontrés tout au long de ma carrière et que je remercie et qui aujourd'hui sont devenus dans leur milieu des gens hyper reconnus et au final j'en suis très fier parce que j'ai accompagné ou j'ai été là, j'ai eu l'honneur d'assister à ce développement. Moi je suis noir avant d'être musulman. Non, je suis musulman, excusez-moi, avant d'être noir. Il faut que ça ce soit clair. D'accord. Et tu es panafricain ? Hein ? Tu te réclames du panafricanisme ou pas ? Non, moi je me proclame pas du panafricanisme. Ok. Pour quelle raison ? Mais je lutterai, je termine, je lutterai pour la dignité de n'importe quel Renoir sur cette terre. Pourquoi ? Car à chaque fois qu'un Noir il sera touché par quelque part, c'est mon humanité qui sera remise en cause. D'accord. Ça ne voudra pas dire que je dois fusionner avec lui après. On fusionnera avec lui si j'ai les mêmes paradigmes culturels, économiques, politiques, oui. D'accord. D'accord ? Mais ça veut dire si un papou il est touché, mon livre s'adresse, dans mon livre vous trouverez des images des papous, des images des gens, des Kanaks, des gens d'Ivanois, tout. Je ne les ai jamais vus ces gens-là. D'accord. Mais je sais que quand ils seront attaqués, ce sera à cause de leur épiderme. Et en cela, ils sont mes frères en humanité que Dieu, Allah, m'oblige, je dis bien m'oblige de défendre. J'avais dit cette phrase aussi, frère en humanité, en parlant de Bassem. Tu t'en souviens ? Mais lui, ce n'est pas mon frère ni en humanité, ni en Allah. Tu refuses de mettre Bassem Non, puisqu'il s'est mis du côté de l'injustice. Okay. Toute personne, moi je divise le monde en deux. Hein. Les justes et les injustes. Alors, certains pourraient t'opposer, te dire, mais qui es-tu ? Est-ce que tu fais autorité pour pouvoir dresser cette ligne rouge ? Mais cette ligne, ce n'est pas moi qui la dresse. Cette ligne, elle est dressée dans le livre. C'est le Coran qui la dresse. Donc toi, tu sais reconnaître qui est juste, qui n'est pas juste ? Et bien sûr. Okay. Je vais te dire qui est celui qui est juste et celui qui est injuste. Donc on voit que déjà, même le féminisme existait déjà en Afrique, mais d'une autre façon, en fait. Ça veut dire que c'était... pas ce nom, d'ailleurs. Exactement. C'était pas sous ce nom-là, en fait, mais les femmes, elles luttaient déjà contre une certaine forme d'oppression. Mais c'était une oppression impérialiste, une oppression coloniale, en fait. Donc ça veut dire qu'on n'a pas attendu, en fait, le réveil des féministes ici en Occident pour être des féministes en Afrique. C'est juste que le combat, il était un peu différent. Maintenant, il s'est avéré, de par les recherches que j'ai faites, lorsque le colon est arrivé en Afrique, il s'est rendu compte que celle qui était le plus dangereux, la personne qui était la plus dangereuse, c'était la femme. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On nous a plutôt mis, en fait, dans des postes, je veux dire, un peu champêtres, si je peux le dire, comme ça, culture. Voilà, on nous a un peu mis sur le côté secondaire. Et de là, en fait, je pense que ça a joué, mais beaucoup sur, aujourd'hui, l'Afrique actuelle, qui existe aujourd'hui, en fait. Ce qui fait qu'on est passé d'une Afrique matriarcale,
à une Afrique patriarcale avec tout ce que ça peut contenir aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses. Tout à fait. Moi, c'est vrai que d'un point de vue histoire, effectivement, Natacha, je te rejoins complètement sur ça. Mais plus pour revenir sur un point de vue sociétal, et pour répondre concrètement à la question, est-ce que la femme afro s'est faite piéger par le féminisme occidental? Et si on rajoute en Europe? En Europe, alors moi je dirais que oui, dans un sens, dans la mesure où la femme occidentale n'a pas les mêmes ambitions que la femme africaine dans un premier temps. En Occident, on va d'abord trouver peut-être plus de personnes carriéristes et qui n'ont pas peur d'être carriéristes, alors qu'en Afrique, dans la mesure où la complémentarité est enracinée dans leurs valeurs, une femme africaine aura beaucoup plus tendance à réfléchir avant de se lancer dans une carrière, parce qu'elle aura cet instinct qui se dira je suis quand même une femme africaine, et la femme africaine protège son foyer, et en protégeant son foyer c'est en l'élevant, en faisant l'éducation, etc. Et une femme carriériste, c'est très compliqué d'allier franchement carrière professionnelle en tant que femme et éducation à 100% pour les enfants. N'y a-t-il pas, pour le coup, des personnes qui ont été validées par plein de clients et qui, au final, on se rend compte que ce sont plus ou moins des charlatans? Alors, il faudrait que tu me donnes des exemples. Des personnes qui ont eu leur statut de coach, oui. Qui ont créé, sur le coup, des clients satisfaits avec des témoignages, etc. Et sur du moyen long terme, on se rend compte que finalement, soit leurs clients ont été victimes d'arnaques, soit... D'accord. Ah, donc c'est aussi ce sur quoi je parle dans ce sujet de ce reportage que je vous invite à voir. Oui, donc ce sont des gens qui vont mentir sur les témoignages. Mais maintenant, quand tu ne mens pas, quand les gens, le mot se passe, que tu es efficace, et je sais que tu donnes des formations sur la maîtrise du verbe et du cerveau. Exactement. C'est un peu comme, j'ai envie de te dire, je vais faire l'analogie avec Amazon ou tu sais, ces systèmes où les gens mettent des étoiles. Mais si tu as plein de gens qui disent « Ouais, mais c'est génial, Herman ou Loïc sont bons », c'est qu'il y a quelque chose. Par contre, si tu mens, là, ça c'est clair. Non, pas si tu mens, mais parfois on peut demander, par exemple, le témoignage de certaines personnes sur le coup, et au final, on se rend compte sur du moyen long terme que ces personnes n'ont pas réellement fait du bon travail avec les clients, parce qu'eux-mêmes, les clients ne se rendaient pas compte de ce qu'ils mettaient en place. Ça peut arriver. Tôt ou tard, après, ces clients reviennent. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des procès qui se font, et il y a de plus en plus de gens qui montent au créneau juridique. Donc on ne peut pas mentir éternellement, tôt ou tard, tout se sait. Tu te fais démasquer tôt ou tard, forcément. Et comment distinguer donc un bon coach d'un mauvais coach? What you look at me for? La première réponse que je donne souvent à cette question, c'est quand le coach parle plus qu'il n'écoute. Pour moi, ça, c'est la base. Et tout à l'heure, tu mentionnais le narcissisme. Et justement, avec ce phénomène de coach Instagram, tu vas avoir pas mal de gens qui vont parler de leur expérience et qui, en vérité, vont faire du mentorat. En fait, ils vont parler de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils peuvent faire et dire si moi je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Et ils vont parler. À la fin, la personne va avoir ce sentiment de motivation, de je suis reboostée, mais c'est pas du coaching en fait. Là, on t'a encouragé. Et je pense qu'on peut faire la distinction entre un bon et un mauvais coach déjà par ses compétences interpersonnelles dans un premier temps. Si on met certification à part, déjà les compétences interpersonnelles, comment est-ce qu'il est avec toi? Et je sais que j'ai déjà eu ce retour-là de pas mal de mes coachés qui ont pu faire un appel diagnostic, un appel découverte avec des coachs reconnus d'Internet. Et elles me disaient, durant l'appel, déjà j'avais conscience que je n'étais pas la priorité. J'entendais que ça tapait au clavier, j'entendais que la personne prend du temps à réagir. Et je pense que ne serait-ce que par ces 30 minutes que tu peux passer avec le coach, tu peux ressentir en fait si la personne est là pour toi ou pour ton portefeuille. On est des peuples avec des cultures différentes, avec des terres différentes. À partir du moment où tu sors de ta terre et que tu estimes que ton bonheur, c'est d'attaquer les autres sur leur territoire, sur leurs économies, sur leur culture, mais tu fais partie des cas des injustes. Si tu veux être dans le cas de l'injuste, il faut que tu restes dans ton terrain. Tu me diras que certains musulmans ont agi de la sorte. Mais ils étaient dans le cas des injustes. L'islam s'est propagé. Mais ils étaient dans le cas des injustes. Ok.
ces musulmans qui se Donc sont mis... l'islam est né sur l'injustice. Non, non, pas l'islam. Les musulmans qui sont venus après. Il faut savoir que le prophète de tout son vivant, il n'a fait que des guerres défensives. Ok. Donc après le prophète... Après, à partir des Omeyyades, à partir des Abbassides, à partir parfois même sous l'Empire ottoman, parfois même nous-mêmes nos parents. Comme moi, j'ai des parents à moi qui sont allés faire la guerre jusqu'au Nigeria pour propager l'islam. Parfois, ils ont commis des trucs d'esclavage. À partir de là, ils sont sortis de la justice. Ça reste mes parents. D'accord. Si je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Si je comprends bien, en fait, là, tu es en train que je comprenne, que je synthétise ta pensée. Donc, selon toi, il y a les justes et les injustes. Quand je subis une injustice, je peux réagir comme prendre les armes, par exemple. Ouais. D'accord. Ce n'est pas à l'injustice de dicter la réaction de l'opprimé. Après, il y a aussi la justice des uns commence là où celle parfois des autres. Mais celui qui ne veut pas, ne veut pas de l'injustice, il n'avait qu'à ne pas allumer la guerre en premier. Pour moi, en fait, la carriériste, je ne comprends pas pourquoi on est toujours obligé de faire cette différenciation, en fait. Ça veut dire, pour moi, tu peux être une femme carriériste et être une femme amoureuse, être une femme établie. Parce que tout à l'heure, elle a dit quelque chose sur lequel je suis pas totalement d'accord. Elle a parlé, en fait, de la place de la carrière en Occident. Seulement que moi, je suis désolée, je suis d'origine camerounaise. Et comme j'aime à le dire, en fait, l'Afrique est vaste. Ça veut dire que autant on va avoir certaines cultures et traditions qui vont mettre le mariage en fait comme une fin en soi. C'est-à-dire les femmes, au lieu effectivement de se démarquer, de vouloir être des businesswomen, elles vont absolument vouloir se marier et au travers du mariage, elles ont atteint un saint graal, pour elles ont réussi leur vie. Et tu vas avoir celle à qui on va dire, écoute, l'école c'est ton premier mari, va à l'école. Ensuite, l'homme qui viendra dans ta vie, parce que tu auras les études, la stabilité financière, il viendra vers toi en se disant, voilà, ça c'est quelqu'un de stable et puis vous pourrez converger ensemble en fait. Moi par exemple, je suis camerounais, chez nous au Cameroun c'est comme ça. Donc bon, après effectivement il y a des ethnies, il y a des gens qui réfléchissent différemment, mais moi je suis Bassa, d'ethnie Bassa par exemple, et chez nous on nous a toujours élevé en nous disant, va à l'école, ton premier mari c'est l'école, celui qui viendra, il verra ça, il te respectera par rapport à ce que tu as, par rapport à ce que tu es de par tes valeurs. Du coup c'est une complémentarité. Donc aujourd'hui je n'ai vraiment pas le débat en fait de me dire que s'il faut suivre l'argent ou mon mari, c'est je suis les deux quoi. Limite s'il faut choisir. Dans mon cas, c'est vrai que je vais voir sur plusieurs pages, que ce soit Instagram ou même TikTok, des notions qui reviennent et que tu apprends en fait en école. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que il suffit que tu saches t'exprimer un minima pour qu'on te voit direct comme une certaine figure. Si tant est que tu as un peu de charisme en plus, c'est bon, c'est foutu, c'est dans la poche. Mais c'est pour ça qu'il faut rentrer en contact avec la personne en fait. Exemple. On peut rien y faire. Hein. Finir des tabous, on est frontal, il faut poser des exemples. Un certain Zach Mokassa, pour vous, c'est un coach ou pas? C'est pas un guerrier, il a dit. Justement, à la base, c'est un boxeur. D'accord. C'est un combattant. Non, maintenant, il se reconvertit, il se présente plus comme ça. Hein. Il se présente sous un autre angle. Je ne sais pas si vous le savez. Oui. Voilà, selon vous. Est-ce que déjà, premièrement, vous avez prêté attention au moins à une de ses vidéos ou pas? Si. Bon, donc est-ce que vous lui attribuez ou accordez ou validez son statut de coach? De ce que moi je vois, en tout cas, le titre de coach, tu peux véritablement savoir si tu l'attribues à la bonne personne quand elle est en action, quand elle est dans le cadre du coaching, dans un premier temps. C'est là vraiment on peut se dire, OK, il n'est pas en train de mentorer, OK, il n'est pas en train de se mettre en avant, il est vraiment en train de coacher. Maintenant, dans le en toute sincérité, hein, sur la base de ce que tu entends de lui intuitivement. Pour moi, en fait, j'ai l'impression qu'il utilise le terme coach pour dire je vous accompagne, en fait. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui mettent dans leur bio coach pour dire je t'accompagne, je te motive. Et c'est vrai que moi, dans mon cas de figure, à la fin, je signe une déontologie où on me dit maintenant vous êtes représentant du métier de coach et vous devez aussi pouvoir aider les autres à mieux comprendre ce qu'est le métier de coach. Et c'est vrai que de par cette déontologie, c'est important que je puisse dire aussi qu'il ne suffit pas en fait de l'indiquer sur sa page sociale pour finalement l'être. Donc poliment, très franchement, moi Zach, je ne le connais pas. Je vois qu'il est sur ses bateaux, qu'il a du fric à foison, que tout se passe bien. Après, c'est là où il faudrait redéfinir c'est quoi coach.
Maintenant, est-ce que c'est de t'amener à un point A, à un point B? Le point A, c'est l'état actuel, et ton point B, l'état désiré, ce que tu veux faire, ce que tu veux avoir, acquérir. Si, je prends l'exemple de Zach, certains le suivent, sont motivés, et peut-être même avec des outils, ou pas, ou un effet placebo, j'irais même jusqu'à l'effet placebo, peuvent ensuite transformer, si tu veux, leurs conditions et arriver à ce fameux point B, ok, mais ce qu'on dit coach, accompagnateur, j'en sais rien. Moi, c'est le résultat qui compte. Moi, je suis basé sur le résultat. Tu ne te prononces pas le concernant. Est-ce qu'il a des résultats? J'en sais rien. Ok. Jusqu'au moment où elle se pose la question, mais ça veut dire que c'est ce que les hommes ressentent. Et je répète qu'elle avait la testostérone d'une femme de 20 ans. Donc encore très loin de ce que peut ressentir un homme de 30 ans, par exemple. Donc, au vu de cela, elle s'est dit, j'ai eu un tout autre respect pour les hommes. Parce que... c'est un combat. De tous les jours. Ouais. C'est un combat de tous les jours de rester fidèle. Qu'une femme, et même pas forcément de rester fidèle, mais même lorsqu'on est célibataire, d'essayer de faire en sorte d'avoir une sorte de code de conduite. D'accord. Par rapport à cela. Parce que c'est une puissance hormonale qu'elle dit qu'il faudrait justement, comme tu l'as rappelé, une conviction qui est presque du divin, pour aller au-delà de ça, pour combattre ce que le divin a également placé en nous. Ou une valeur profonde. Exactement. On peut l'attacher au religieux, ou bien un mode de vie, une décision personnelle, etc., etc. Mais la force que cela requiert, il n'y a qu'une minorité d'hommes qui l'a, cette force-là. Après minorité, je sais pas, j'ai pas les chiffres. Bah, disons que c'est très difficile de trouver des personnes avec une telle volonté. D'accord. Parce qu'on parle d'une volonté qui ne se base quasiment sur rien, puisque autour de nous, justement, lorsque les hommes discutent, et là on va avoir ce débat et on aura peut-être l'occasion d'en parler sur d'autres émissions, lorsque les hommes discutent, ils parlent de ces difficultés-là. Nous, on le sait, c'est-à-dire que on n'a pas les chiffres, certes, mais nous, dans nos discussions d'hommes, on sait à quel point c'est compliqué. On sait à quel point c'est difficile. Et on comprend que la femme ne le comprend pas. Mais il faut qu'elle le sache. Et la majorité ne savent pas. Ou alors, est-ce que le fait de ne pas le comprendre ne traduirait pas ce nouveau féminisme qui présente la femme uniquement sous l'angle de la colombe victime tous azimuts de l'homme, et que par conséquent, en tant que bourreau, celui-ci ne mérite absolument pas d'être compris. On va pas comprendre un violeur, on va pas comprendre un tueur, on va juste essayer de le mettre hors d'état de nuire. Donc ça revient à notre question, est-ce que sous cet angle-là, sous ce paradigme-là, je vais pas dire de la victimisation, mais du moins où l'on présente la femme uniquement sous cet angle-là, finalement, ça ne pourrit pas le couple, puisque au bout du bout, personne n'y gagne. Au bout du bout. Oui. Concrètement, personne n'y gagne, effectivement, parce que dans un couple, l'infidélité, c'est vraiment un sujet de discorde permanent. C'est vraiment la fidélité qui est le plus important aujourd'hui, surtout dans la mesure où là, on est dans une atmosphère de tentation permanente avec l'arrivée des réseaux sociaux, du tout est remplaçable, de je peux choisir, etc. C'est vrai que c'est très compliqué, mais... Comme tu le disais, moi je pense plutôt que c'est une question de religion et d'éducation par rapport à la fidélité, parce qu'aujourd'hui un homme, quand il est infidèle, il sait ce que ça va engendrer, il sait que ça va blesser sa femme, il sait que ça peut briser le foyer, etc. Alors qu'auparavant ils n'avaient pas cette conscience-là des conséquences, je pense, les hommes infidèles, et puis ils avaient surtout cette assurance de se dire j'aurais beau être infidèle, dans la mesure où on est dans un système de complémentarité, ma femme aura toujours besoin de moi, donc bien que je sois infidèle, elle restera. Aujourd'hui, l'homme va aussi penser différemment, dans la mesure où il sait que s'il va être infidèle, la femme pourra se débrouiller sans lui, du fait de son indépendance, et ça c'est grâce à l'Occident. Donc tu es anti-élite ? Moi je suis en tant que musulman, moi je ne peux être que pour le bas peuple, moi. En tant que musulman, tu ne peux être que pour le bas peuple. Pour le bas peuple. Pour les opprimés. On sent encore vraiment, t'es animé par ce sentiment d'injustice et justice, quoi. Toujours, on sent cette opposition. Et là, donc, ce livre que tu fais, c'est pour tous ceux qui subissent l'injustice. Exactement. Ça s'appelle « Les vrais négros ne meurent pas ». Mais c'est écrit par un noir. Comme j'ai dit, vraiment, je l'ai écrit vraiment. Ça veut dire presque toutes les nuits, j'écoutais Di Machiavel. J'écoute du Coran, j'écoute du Machiavel. Voilà. C'est comme ça vraiment que j'ai voulu l'écrire. Je voulais vraiment être... moi, ce que j'aimerais, c'est que dans 500 ans,
Parce que Machiavel, ça a été écrit il y a presque 500 ans. Alors moi, ce qui me perturbe, sans vouloir te couper, hein, cher frère, c'est que Machiavel était tout sauf anti-élite. Je sais, mais c'est pour cela que je t'ai dit, j'ai fait le Machiavel des gouvernés. Des gouvernés. Des gouvernés. Et c'est intéressant parce que j'aimerais avoir, Ousmane, ton avis, puisque on t'entend rarement sur ces questions. Qu'est-ce que tu penses de la France-Afrique? Qu'est-ce que tu penses du franc CFA? Qu'est-ce que tu penses des bases militaires françaises en Afrique? Parce qu'il y en a une au Sénégal, d'ailleurs. Voilà, exactement. Ah ben, ça, j'ai fait un chapitre qui s'appelle « Exhortation à délivrer l'Afrique de l'Ouest des barbares ». Ça encore, c'est une référence à Machiavel. Parce que Machiavel, dans son dernier livre, exhortation à délivrer l'Italie des barbares. Parce que l'Italie était envahie par les Suisses, par les Allemands, par les Français, par le royaume d'Aragon, les Espagnols. Bon, ce n'était pas encore l'Italie en tant que telle. Bon, ouais, je parle de la péninsule. D'accord? Donc moi, j'ai les derniers chapitres de mon livre, d'ailleurs, pour encore faire un autre clin d'œil à Machiavel, il s'appelle « Exhortation à délivrer l'Afrique de l'Ouest des barbares ». Mais je te dis, on a deux problèmes chez nous. C'est le manque d'amour de soi et l'impunité. Aujourd'hui, on peut pourvoir l'Afrique du yuan, du dollar, de tout ce que vous voulez, ça ne changera absolument rien du tout. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Tant qu'on ne rééduquera pas les masses à s'aimer, ça veut dire accepter, ça veut dire, dans le cas extrême, aller jusqu'au sacrifice suprême pour le pays. Et deuxièmement, mettre des lois fortes pour que quiconque viole les intérêts principaux, les intérêts primaires de nos États, qu'il y ait des sanctions sévères, il n'y aura rien qui va se passer. Voilà. Ça devrait vous montrer. L'exemple des Noirs, on a plein de Noirs américains qui ont réussi. Ça n'a rien changé. Personne ne les respecte. C'est que du cinéma. On a plein de frères chez nous qui ont réussi, des milliardaires. Ça ne changera absolument rien. On est là, on parle de la France. La France, aujourd'hui, elle n'a pas tant de pouvoir que ça. Donc toi, tu es pour que la France quitte le Sénégal? Moi, je suis pour que tout étranger quitte le Sénégal. Moi, je suis pour que tout étranger quitte l'Afrique. Ok. Voilà. Et tout étranger d'Europe quitte l'Europe aussi. Donc c'est chacun. Ouais, voilà si on doit revenir à ça. Ok. Mais on ne devrait pas être dans des politiques aujourd'hui. Moi, je suis comme ce que les Émirats ils font parfois dans leur pays. Si tu veux acheter des terres, tu ne peux pas acheter des terres chez nous. Tu ne peux pas accéder à la nationalité comme ça. D'accord? Si tu veux créer une société, il faut que tu t'associes. Et puis, il ne faut pas que ce soit une société fantôme ou fictive, où on utilise des sociétés écrans, où on utilise le nom d'une autre personne, alors qu'on sait que c'est une puissance étrangère. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais pourquoi tout ça, ça se passe chez nous? Parce que les étrangers, ils savent qu'on est très facilement achetable. Et deuxièmement, même quand on attrape ceux qui sont achetés, ils sont impunis. Ça va être très important, en tout cas, pour les personnes qui nous écoutent et qui songent à avoir un coach. C'est très important qu'elles entendent dans le discours du coach si oui ou non, il parle de cette notion de dépendance. Parce que oui, c'est bien d'avoir des résultats, mais en fait, si on n'aide pas l'autre à vraiment créer des nouveaux mécanismes de pensée, à créer de nouveaux schémas comportementaux, en fait, on va habituer l'autre à notre présence, à nos outils, à l'accompagnement, et ça va bien marcher pendant quelques semaines, peut-être quelques mois. Et quand vous allez lâcher dans la nature. Mais en fait, ils vont être totalement perdus, totalement perdus. Et je sais que moi, dans mon cas de figure, à chaque fois, je propose en fait une offre de soutien, de coaching, parce que c'est pas toujours évident d'être totalement autonome après avoir été accompagné pendant plusieurs mois. Et si justement on pense que résultat, certes tu auras les résultats, mais quand je vais disparaître, quand je ne serai plus là, est-ce que tu continueras, toi, à réussir à maintenir ces résultats-là? Donc il est important d'apporter un suivi pour pouvoir... À mon sens, oui. Il faut un suivi et il faut aussi prévenir déjà la personne avant même qu'elle s'engage sur ça. Lui dire, bah voilà, moi je veux t'aider à créer de nouveaux schémas, donc ça va être important pour toi aussi d'être vocal, si tu as l'impression que quand on n'est pas en contact, tu perds pied. Il y a toutes ces notions-là, penser en fait à l'après et pas juste le résultat en fait que la personne souhaite avoir. Et à l'objectif qu'elle souhaite atteindre. Quelqu'un qui donne un conseil donc en one shot, en une fois, est-ce que tu dirais que c'est un coach ou pas? Non, c'est du consulting, là tu fais du consulting. Tu peux être coach et faire des offres de consulting. Moi je sais que j'ai eu l'occasion de faire ça, j'ai pas forcément trop aimé, parce que j'avais justement cette conscience-là de, oui, en fait, là, tu te sens bien, tu es reboosté, bon, tu as payé pour ça, donc c'est ce que je te délivre. Mais si tu vas aller plus loin, sincèrement, prends ton courage à deux mains et lance-toi dans le coaching, quoi. Je pensais à quelque chose, et après, je te laisse... Pourquoi autant de coachs, autant d'accompagnateurs? Je pense que parce qu'il y a déjà une demande. Pourquoi cette demande? C'est l'époque qui l'impose. J'ai l'impression, à mon sens, que la mondialisation, l'ouverture d'Internet, la digitalisation, fait qu'il y a une telle concurrence
qu'elle soit... Maintenant, tu peux être concurrent d'un Asiatique ou de quelqu'un qui est aux antipodes d'où tu es, si tu veux. Et on se sent perdu, les gens se sentent perdus. Et ils ont besoin de se former, d'avoir des éléments pour y arriver. Donc, je pense que d'être accompagné par X ou Y, pour moi, attention, c'est nécessaire. Pour moi, vraiment, je ne remettrai pas ça en question. C'est nécessaire et c'est un bienfait. Maintenant, pour reparler des coachs ou des accompagnateurs, j'aimerais bien pour certains... on dit que si j'avais une baguette magique, on a tous des souhaits, des envies. Des souhaits amoureux, relations et financières. Pour certains, ils ont des souhaits financiers de vouloir être millionnaire. Je veux être millionnaire. Et si tu avais tes millions, si je pouvais te donner tes millions maintenant, est-ce que tu continuerais à accompagner les autres? Est-ce que tu continuerais à vouloir transmettre? Et c'est ça la vraie question. Et c'est là où tu vois, est-ce qu'il y a une vocation ou pas? Parce que j'en ai vu certains, et quand j'ai mené mon enquête, qui, dès qu'ils ont fait plusieurs millions, c'est bon, je m'arrête. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il n'y avait qu'un aspect financier. Derrière, qu'un besoin financier. Ils se sont enrichis simplement en allant proposer à d'autres des coachings. Moi, j'en ai vu des 35 000, 50 000, 1 million le coaching, 1 million d'euros les coachings. Après, ça me fait penser aussi que ça soulève un autre fléau, dans la mesure où l'indépendance de la femme est quand même devenue un fléau dans les relations hommes-femmes, dans la mesure où une femme indépendante aujourd'hui peut faire peur à un homme. Parce qu'un homme va se dire, si cette femme elle est indépendante, elle peut tout avoir d'elle-même, qu'est-ce que je vais lui apporter? On n'est plus dans ce système de complémentarité. Et donc de là, les femmes indépendantes, elles se retrouvent beaucoup seules. Elles ont une très grosse problématique qui est de trouver l'amour. Alors que les femmes qui ne vont pas aspirer à être forcément indépendantes et qui leur ambition première, comme tu le disais, était d'être mariée, parce que le mariage est une fin en soi pour certaines femmes. Une femme qui va réussir à être mariée, avoir 5 enfants, aura réussi sa vie. Alors que y a d'autres femmes ne considéreront pas avoir réussi leur vie si elles n'ont pas atteint le poste de leur rêve à côté d'avoir 5 enfants et d'être mariées. Moi, je voulais juste revenir sur l'infidélité pour dire, en fait, qu'à chaque fois qu'on parle d'infidélité, et moi, en fait, c'est ça qui me fait un peu doucement rire, en fait, c'est, on met toujours l'homme en avant, en fait. Ça veut dire, l'homme est infidèle, ok, ça, on le sait, mais les femmes, aujourd'hui, sont aussi infidèles. Ça veut dire que, et la problématique, en fait, je ne me sens pas concernée, en tout cas. Moi, je me sens concernée, parce que, en fait, la problématique, en fait, aujourd'hui, c'est que, parce que les hommes pensent avoir le monopole de l'infidélité, quand ils sont à leur tour dans le, dans la sauce. Quand ils sont à leur tour dans la sauce, là, voilà. D'accord, et ils le vivent mal. Pourquoi? Parce qu'on a ce truc de dire que oui, la femme, elle supporte tout, elle porte tout. Et moi, j'ai du mal avec cette, on va dire, ce positionnement-là, en fait. Peut-être qu'il serait peut-être temps aussi d'enjamber les frontières factices, qui peut-être sont même à l'origine de beaucoup de tensions. Comme tu le sais, ils ont traversé les frontières à la règle, à Berlin, entre 2 cigares et 2 cognacs, les tracés, on séparait des familles. Peut-être qu'in fine, l'idéal serait de réunir ces différents corps, ces différentes nations autour d'un même idéal. D'accord, mais déjà, on parle comme si avant, l'Afrique était unie. Elle n'a jamais été unie. Aujourd'hui, nous saluons tous aujourd'hui qu'il y ait une conscience noire. C'est depuis que nous avons subi la colonisation et l'esclavage que nous avons constaté qu'il y a une cristallisation de la haine contre notre race, que notre race est une race différente, pas supérieure. Considérée même comme maudite. D'accord, par tous les autres. Alors que tout par tous les autres, pas que par les Blancs, par tous les autres. Ça, il faut le dire, par tous les autres. Qu'on a eu cette conscience qu'il faut qu'on se réunisse. Ça, c'est quelque chose de noble. Il travaille dans ce sens, c'est noble. Mais il faut mettre les formes. Les formes, c'est que d'abord, tu commences chez toi. D'accord. Tu vas d'abord, au lieu d'aller balayer devant les parents des autres, commence d'abord par balayer chez tes parents. Ça veut dire que la femme, de base, n'a absolument aucun problème à partager son homme quand elle sait qu'elle a réussi à en tirer le meilleur parti, c'est-à-dire la procréation. Et surtout, la sécurité. Moi, j'aimerais bien lire ton étude, là. Oh oui, avec plaisir. On mettra le lien. Nous mettrons le lien. Faudrait qu'on regarde son étude et puis qu'on revienne débattre. Parce que, effectivement... Non, mais c'est pour ça que je l'avance. C'est pour que les gens aussi aillent et se fassent leur propre idée. Oui, voilà. Et avant qu'on arrive en Europe, c'était peut-être moins que ça, mais en tout cas, on n'avait pas du 100%. D'accord. Et on peut le retrouver... C'est une réalité qui est observable lorsqu'on va en boîte de nuit. Je pense que ça a été le cas pour nous tous ici. Quels sont les hommes qui attirent le plus de femmes? Il y a un carré exprès pour ça.
n'est-ce pas? Alors non, parce que là, ça soulève la question du matérialisme. Non, parce que non, mal alpha, on va sur le mal alpha, le high value. Même pas, c'est même pas une question de ça. C'est-à-dire qu'on reste sur la question du choix de la femme. Du choix de la femme et de la femme en tant que déterminant numéro 1 de la sélection naturelle. D'accord. C'est elle qui sélectionne naturellement quels sont les hommes qui sont viables à se reproduire. Ce sont vos choix. C'est-à-dire que vous sélectionnez avec quel type d'homme. C'est ça en fait le problème, c'est que toujours à mettre la responsabilité. Non, du tout. Vous sélectionnez rien du tout. Absolument pas. Parce que nous avons la nôtre. Nous avons la nôtre en termes de comportement, en termes de valeurs, en termes d'intégrité, en termes d'excellence également. Il y a plein de choses sur lesquelles nous devons prendre nos responsabilités en tant qu'hommes. Claires et nettes. En termes de respect de nous-mêmes d'abord. Trouver notre propre mission en tant qu'homme pour justement pouvoir accueillir une femme dans cette mission. Et la majorité d'entre nous ne font pas ce travail. Moi, j'ai une question à te poser pendant que tu parles de ça. Oui. Je vais vous poser la question à tous les deux. Pour vous, qu'est-ce qui différencie le chien de l'homme? Quand je dis l'homme, c'est l'homme, le phallus. D'accord. Qu'est-ce qui fait la différence, en fait? La différence, c'est justement, et je pense, en tout cas, après, je te laisserai évidemment apporter ta contribution. Merci. Avec plaisir, toujours. La différence, justement, je pense que elle est dans cette capacité à contrôler. Mais ça s'appelle comment, ça? Ça a un nom. Ludovic? Alors moi, je peux te répondre. La différence entre l'homme et le chien, à mon sens, c'est la maturité, c'est le logos. Simplement, pour atteindre ce stade, qu'on le veuille ou non, il faut, comme on dit, que l'homme vide la bête. Moi, je pense que t'es allé trop loin, c'est même pas ça. Non. Parce que, oui, il y a la maturité, tout ce qui va avec, mais de base, un humain se différencie d'un animal par rapport à ça. D'un côté, t'as la raison, d'un côté, t'as l'instinct. Ouais, c'est pour ça que je dis, voilà, on est donc, je suis désolé, la raison, t'as pas besoin d'avoir une expérience de maturité extrême. Déjà, enfant, tu sais que si tu mets la main là, tu vas être brûlé. Donc, je pense que c'est un peu la raison de votre côté, là, au niveau du phallus, qui est un peu... qui s'en mêle avec l'instinct. Au nom de toute l'équipe des Funérailles du Tabou, je vous remercie d'avoir suivi attentivement cet épisode en espérant qu'il aura mis du grain à moudre au moulin de votre réflexion. Comme vous le savez, notre communauté fait face à un certain nombre de défis, aux allures de déficit. Nous pâtissons, ayons le courage de le dire, d'un déficit entrepreneurial. Nous sommes plus des consommateurs que des acteurs économiques. Où sont nos entreprises dignes de ce nom ? On se rend à Château Rouge, à Château d'Eau, on s'aperçoit que les magasins qui vendent nos produits ne sont pas vendus par nous-mêmes, mais par d'autres. Et s'agissant du terrain organisationnel, c'est un secret de polichinelle. Nous ne sommes pas encore au rendez-vous de l'excellence en la matière. Ou même encore, déficit d'ordre culturel. Où sont nos journalistes, nos historiens de nouvelle génération qui peuvent transmettre le sens de la dignité aux prochaines générations? Qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Ça donne une communauté parfois enchaînée ad vitam aeternam au HLM, à l'assistanat. Pire, psychologiquement enfoncée dans une forme de victimisation. Et il se trouve, et Dieu merci, que notre communauté regorge de personnalités ici ou là qui ont une expertise à faire valoir et à mettre au service des nôtres afin de tordre ce déficit et d'engager cette renaissance par l'excellence. Si vous voulez être des acteurs du changement, de votre vie, quand on sait que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Si vous voulez être fort, eh bien, nous avons concocté des vidéos. Mais ce ne sont pas des vidéos de divertissement, ce sont des vidéos qui vous donneront des clés pour vous permettre de faire face à ces défis. Des clés sur le terrain entrepreneurial. Comment réussir à tenir le coup et à avancer avec succès sur ce terrain-là. Des clés sur le terrain culturel. Comment réussir à maîtriser votre logos, à bien vous exprimer, à mettre en avant sur des terrains intellectuels. Des clés d'ordre organisationnel. Comment parvenir à être structuré efficacement et à répondre aux défis que cela impose. Eh bien, c'est simple. Il vous suffit de cliquer dans la barre de description où vous y attendent des vidéos 100% gratuites. Mais gardez bien en tête que gratuité ne rime pas avec médiocrité. Bien au contraire. Mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est: êtes-vous prêt à devenir les acteurs de votre destin et non plus simplement les spectateurs? Je vous laisse la réponse.